pour beaucoup de raisons, mais une des choses qu'on va voir ce soir, quand on va parler un petit peu de Jérémie Bérébi et de Rav Lemel, c'est que ce sont des personnes extrêmement occupées. Donc première chose, je voudrais vraiment vous remercier d'avoir pris de votre temps, d'avoir pris du temps pour vos familles, de vos activités, pour venir ce soir partager avec nous, parce que c'est vraiment pas quelque chose d'évident, et c'est quelque chose qui me touche beaucoup, donc merci à vous deux, à ce soir. Alors, on va commencer, si vous voulez bien, avec des questions pour Jérémie. Jérémie, certaines personnes le connaissent mieux que d'autres. Juste un petit parcours, on a discuté un petit peu. Il y aurait beaucoup trop de choses à dire pour rappeler tout ce que vous avez fait dans votre vie. En quelques mots, vous avez fait le choix de partir il y a déjà une vingtaine d'années. Vous avez découvert le monde d'Internet, 20 ans maintenant, comme assez tôt. On connaît bien aujourd'hui, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Vous avez fait le choix de partir du lycée pour rentrer dans le monde des startups et le monde Internet, des technologies. Vous êtes journaliste pour le monde justement de l'Internet, et très vite vous avez fait votre nom dans le monde des nouvelles technologies, et vous avez montré votre première startup à l'âge de 20 ans, à l'âge de 19 ans. À l'âge de 19 ans à 21 ans, vous avez déjà 40 employés, à 22 ans, 60 employés, et à 24 ans, vous vendez votre première société, et là vous décidez de venir en Eretz Israël. Donc le même jour, vous inventez la société et la maison, et vous venez en Israël, d'abord à Ranana, puis à Bnei Brak. Et c'est ça qui va un peu nous intéresser ce soir, c'est le choix que vous avez fait. A priori, tout est rose, c'est la bulle, c'est les startups, on réussit dans beaucoup de choses qu'on entreprend. Et pourtant vous faites ce choix de venir jusqu'à Bnei Brak, qui n'est pas a priori la Silicon Valley qu'on peut imaginer. Je ne sais pas s'il y avait déjà Internet à l'époque là-bas. Non, pour l'instant, c'est pas encore la Silicon Valley. Donc, vous avez fait ce choix. Aujourd'hui, vous avez Kima qui m'a 15. Vous faites beaucoup d'activités. Vous êtes dans plus de 200 startups, 300 startups. Désolé. Aujourd'hui, ça a bougé depuis tout à l'heure en pensant depuis midi. C'est incroyable. 330. Quoi qu'il en soit. Léna, vous êtes le papa de 10 enfants, vous êtes marié, et waouh, Léna, on a dit. Et pourtant vous arrivez à faire tout ça, avoir la tête dans tout ça. Donc, comment vous vous organisez pour arriver à vivre sur ces deux mondes, à la fois la construction familiale, la construction personnelle et le monde du travail, du business? Déjà mon parcours est un parcours de juif français. Donc j'étais en école juive depuis le CP, ensuite j'ai quitté, j'ai pas vraiment quitté en terminale, mais j'allais pas au cours, donc ça revenait au même. J'ai passé mon bac, j'ai eu le rattrapage, puisqu'en fait mon rêve initial était de devenir journaliste informatique, et à 16 ans j'étais journaliste informatique. Donc j'écrivais dans les journaux, PC Direct, PC Expert, et j'étais le spécialiste de l'internet. Donc quand on voulait écrire une tribune dans n'importe quel média, même Le Monde, Journal Le Monde et d'autres, en fait on m'appelait pour écrire. Au début, les gens ne connaissaient pas mon âge, c'était l'avantage d'Internet. Quand on parle avec quelqu'un par mail, on ne sait pas du tout qui est derrière. Mais après, quand ils m'ont vu arriver, effectivement, j'avais une tête tout jeune, je me mettais en costume tout le temps. Et effectivement, je suis arrivé dans le monde des affaires. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi qui étais en école juive, qui vient d'une famille qui n'était pas pratiquante à l'époque, je suis ensuite venu chômeur Shabbat 2 ans avant ma bar mitzvah. Ensuite, je suis resté en école juive. Quand je suis arrivé en fait dans le monde des affaires, j'ai tout de suite été confronté à un grand nombre de problèmes potentiels. D'accord ? Et j'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer une personne qui s'appelle Jean Guetta, qui a été mon mentor, et qui est une personne qui avait fait le même parcours que moi, en fait, un peu plus âgé, et qui était quelqu'un qui était dans le monde des affaires et qui était devenu très pratiquant, et qui n'avait aucun problème en fait pour gérer une entreprise de plus de 400 personnes et être ce qu'on appelle orthodoxe. Et je peux même d'ailleurs raconter une petite anecdote de comment j'ai rencontré cette personne, parce que c'est vraiment un point qui a changé ma vie.
Un jour, j'étais à l'école Maïmonide en France, vous connaissez peut-être, à Boulogne. Donc bon, j'étais les 3 dernières années de ma vie à Maïmonide. C'était pas vraiment ma tasse de thé, mais en tout cas, il s'est passé un jour une chose très intéressante, c'est un de nos professeurs nous dit en terminale, début d'année terminale, vous savez, vous ne savez pas quoi faire dans votre vie, vous avez tous des questions sur quelle orientation prendre, etc. On a eu une idée, on a invité cet après-midi des parents d'élèves de tous les types de métiers. Donc il y a des psychologues, des pompiers, et des hommes d'affaires, des gens de la finance, etc. Et vous allez pouvoir leur parler. Et leur poser des questions, etc. Moi j'ai trouvé, quand j'ai entendu cette idée, j'ai dit waouh, c'est magnifique. Quand on est jeune, on a justement un problème de contact avec l'extérieur. On n'arrive pas, on voit des gens à la télévision, on voit des gens dans les médias avec qui on ne peut pas parler. On lit des livres qu'on achète, le guide de l'étudiant pour savoir quelles études faire, et des choses comme ça, etc. On va pouvoir parler avec des gens qui font des métiers. Bon, moi je travaillais déjà, j'étais journaliste informatique, mais à l'époque j'étais pas encore dans mon esprit, je m'étais pas fait à l'idée que j'allais pas faire d'études. Parce que c'était dans le standard français, on fait des études, après bac, etc. J'étais plutôt bon élève, donc il fallait que je fasse ça. Et ce jour-là, voilà. Ce jour-là, le frère de quelqu'un qui est dans la salle, donc je ne vais pas dire qui c'est, qui était un de mes camarades de classe, lève la main et dit au professeur, monsieur, on est obligé de rester. Alors le professeur dit, vous savez, on a fait ça pour vous, pourquoi vous voulez partir? Alors il dit, non, mais je vous pose la question, on est obligé de rester, c'est facultatif et tout. Oui, c'est facultatif, faites ce que vous voulez, on a fait ça pour vous, etc. Et en fait, on était une petite bande d'amis, dont cette personne, et tous mes amis décident de partir, d'accord? Ils prennent le choix, donc bande d'adolescents, décident de partir de l'école l'après-midi, en disant on a l'après-midi libre, on va rentrer à la maison, je sais pas, on va jouer à la PlayStation. Je sors de l'école, je descends dans le métro, on devait prendre le métro pour rentrer, j'habitais loin de là-bas, et à ce moment-là, je rentre dans le métro, et la sonnerie du métro sonne, qui avertit la fermeture des portes. Et là, j'ai un grand flash, et je dis, mais pourquoi est-ce que je suis mes amis? Pourquoi est-ce que je les suis? Je descends du métro, et les portes se ferment, et tous mes amis me font, comme tous les adolescents, se moquent de moi, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, etc. Et moi je leur dis à bientôt, au revoir, et je remonte dans cette école. C'est ce jour-là que j'ai rencontré mon mentor. C'est-à-dire que mon mentor, justement, était une personne qui représentait la finance et l'informatique. C'est lui que j'ai rencontré, c'est lui qui m'a dit, Jérémy, avec tout ce que tu es en train de faire, etc., ne crois pas que tu es obligé de faire des études, sachant que lui-même avait fait Centrale, donc il savait de quoi il parlait. Et en fait, c'est avec lui que j'ai monté quasiment toutes mes entreprises. Ce point-là a été en fait un changement de ma vie qui m'a fait apprendre 2 choses. Un, m'a fait apprendre le fait on a toujours tendance à être des moutons, à suivre la bande, à suivre tout le monde, et à ne pas prendre de choix individuels. Et 2, m'a appris que effectivement, en rencontrant plein de gens intéressants, des gens qui ont réussi, on apprenait énormément de choses. Ça a l'air standard de dire ça, mais l'une des plus grandes richesses, fortunes de Chine, qui s'appelle Li Ka-ching, dit si vous n'avez pas d'argent, vous avez $20 en poche, vous prenez ces $20 et vous allez inviter quelqu'un de plus brillant que vous au restaurant pour aller lui parler et apprendre de lui. Et en fait, j'ai appris à cet événement-là, j'ai appris à apprendre des autres. Et donc, ce fameux Jean Guetta était quelqu'un qui était aussi pratiquant, très pratiquant, quelqu'un qui m'a guidé dans le monde de l'entrepreneuriat, même s'il ne me l'a pas dit comme ça au départ, il m'a juste raconté des histoires, la vie de Bill Gates, la vie de Steve Jobs, qui étaient ses copains en fait. Et au fur et à mesure, effectivement, m'a fait rentrer dans la tête quelque chose qui s'appelait entrepreneur. On ne parlait pas du monde des startups du tout à l'époque, on était en 96, d'accord? C'était 4 ans avant l'explosion des startups. Et donc j'ai commencé à travailler avec quelqu'un qui était donc 100% pratiquant. Donc je rentre après en tant que salarié dans un groupe de presse, je suis journaliste, et là j'avais vu mon associé qui faisait comme ça, aucun problème, j'invite l'ensemble de mes partenaires, les autres journalistes, les collègues, les gens que j'interviewe, je les invite toujours dans des restaurants cachers.
Et les gens, mes amis autour de moi me disent, mais comment tu fais, c'est super difficile, tu n'as pas honte, etc. Et je fais, mais non. Et quand en fait j'invite des gens dans un restaurant à Cachet, des gens de non-juifs ou éloignés de la religion, en fait les gens adorent ça. Ah tiens, c'est typique, c'est super, je demande un petit couscous, etc. Et en général, je les amène une fois, et la fois d'après, quand j'y retourne, ils sont là en train avec d'autres personnes, ils ont ramené leurs copains. Et donc, ça a été la première chose, c'est que je me suis dit, parce que je l'ai vu, j'ai vu cette fameuse Jean Guetta, j'ai vu une autre personne qui s'appelle Eric Rebout, qui dirigeait Cara, une grosse agence de communication. C'était des gens qui effectivement ne faisaient jamais ne sortaient jamais du sentier. Donc effectivement, on mange cachère, on invite nos clients à manger cachère. Ils ne peuvent pas manger cachère, on les invite à prendre un café ou un thé dans un café n'importe où, on n'a pas besoin que ce soit dans un endroit cachère. En Israël, oui, et voilà, et donc effectivement, j'ai commencé à manger cachère dans mon monde du travail. Et donc, j'étais le religieux du groupe de presse où j'étais, 200 personnes. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous attirez, comme des mouches, tous les juifs qui n'ont jamais dit qu'ils étaient juifs à leurs autres collègues. Alors bon, il y a certains, des noms, Belaïch, etc., bon, ne pouvait pas trop se cacher, mais il y avait seulement monsieur le chevalier, etc., qui arrive et qui me raconte, il me dit, tu sais, j'ai fait la bar mitzvah de mon fils la semaine dernière. Pardon? Et l'autre qui me dit, donc une femme qui me dit, tu sais, Marie-Christine quand même, hein, et me raconte et me dit, tu sais, j'ai circoncis mes 2 enfants, je ne suis pas pratiquant, je ne connais absolument rien, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, alors que j'avais pas du tout ce look-là, j'avais pas de barbe, j'avais pas de truc, j'avais pas de kippa encore à l'époque. Et en fait, je menais un peu le confident de l'ensemble des juifs qui avaient un problème qui n'avaient pas de lien, justement, plus de lien avec le judaïsme, à part quand on les traitait de sales juifs dehors. Mais bon, à l'époque, c'était encore un peu rare. Il y a eu après le sujet du Shabbat et des fêtes. Sujet de Shabbat et des fêtes, ça c'est le sujet le plus compliqué à expliquer un jour à son patron en disant je suis pas là une semaine, ou je suis pas là 4 jours, ou je suis pas là 3 jours, etc. Pas milieu. Il te reste des jours de congé? Non. Mais je vais pas être là. Mais tu sais qu'on a besoin de toi, etc. Je fais non, mais je vais pas être là. Si tu veux, c'est pas grave, je vais bosser ailleurs. Et en fait, j'ai toujours fait comme ça, un peu au culot, et ça a toujours fonctionné. Et au contraire, en fait, mes patrons, mon rédacteur en chef à l'époque, mes collègues, etc., étaient toujours en train d'admirer, en fait, ma détermination. C'est-à-dire que, voilà, je dois effectivement manger cachère, je dois être shomer Shabbat, et ben, je vais être shomer Shabbat. Point. Il n'y a pas un moment où je vais aller faire un petit détour, ou aller prendre un petit coup de fil urgent. Non, il n'y a pas de choix, c'est comme ça. Et je me suis rendu compte, et je peux vous dire jusqu'à aujourd'hui, donc maintenant ça fait 20 ans que j'ai commencé, ça c'était il y a 18 ans, je n'ai jamais eu de remarques sur ma religion. J'en ai eu une seule fois, enfin une ou 2 fois, et à chaque fois des personnes qui pour moi n'étaient pas juives, mais au final, ça se verrait, c'était des personnes juives. Qui en fait, un jour, j'avais mis dans mes bureaux, à l'époque, donc, quand j'étais entrepreneur, donc j'avais une société, on avait des très beaux grands bureaux, 400 mètres carrés, il y avait 30-40 personnes dedans, et on a posé des mezuzot. On a fait ça le soir, incognito, et le lendemain, les salariés arrivent, et tous les salariés non juifs arrivent en disant « Ah, il paraît que ça porte bonheur, comment on fait? On fait comme ça ?» Et ils étaient tous comme ça, donc ils rentraient, ils embrassaient, ils faisaient « Oui, ça porte bonheur, évidemment. » Et donc ils étaient tous comme ça. Et par contre, il y avait c'était mon directeur technique de l'époque, qui arrive, et pour moi, t'es pas juif du tout. Donc, moi, je l'ai dit à la fin, donc il était juif. Et qui me dit, oh, déjà, nos locaux sont rue du Sentier, et en plus, on a ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Si tu as besoin de mettre ce genre de choses, mets-les chez toi. Pourquoi tu les mets au bureau, etc. Je fais, de toute façon, c'est pas ton problème, d'accord? C'est pas ton sujet. Merci, au revoir. Et en fait, ça le rongeait. Et en fait, c'était quelqu'un qui avait même changé son nom pour cacher son judaïsme, et je l'ai appris d'ailleurs. Vraiment, et bon, c'est quelqu'un qui avait volé aussi dans les caisses, etc. Donc on a eu beaucoup de problèmes avec ce monsieur. Et donc la mezouza, c'était peut-être qu'il avait peur de voler à côté de la mezouza, en fait. C'était peut-être ça son problème. Et en fait, se rendre compte qu'à un moment, quand on est déterminé à vouloir faire des choses, en fait, vous n'avez rien qui vous empêche d'avancer.
Donc je parlais de la cache-route un jour, donc on est dans les années 2000, et les années 2000, alors là j'étais sur toutes les chaînes de télé tout le temps. Alors vous vous rappelez pas, parce que j'avais pas cette tête, j'étais plus jeune, etc. Envoyé spécial, mots croisés sur France 2, je faisais toutes les émissions, Canal+, tout, enfin vraiment tout. Et un jour, je reçois un... Et oui, j'étais aussi proche du gouvernement, enfin de Jacques Chirac à l'époque et de ses conseillers, parce que je représentais la nouvelle économie, tout ce qui était trendy à l'époque. Et un jour, on reçoit un appel du ministre de l'Industrie suédois, chef de cabinet du ministre de l'Industrie suédois, qui appelle mon assistante et qui dit voilà, on aimerait inviter M. Bérébi à un dîner avec les 12 ministres de l'Industrie européens à Bruxelles. Alors moi j'écoute le truc et un peu foufou, je dis désolé, je mange cachère, je peux pas manger avec vous, je me vois pas aller regarder manger avec plaisir pour parler un jour, etc. Mais je dis à mon assistant, tu lui as dit non. Et pour moi l'affaire était réglée. Et le chef de cabinet du ministère dit mais il n'y a pas de problème s'il mange cachère. Quel est votre numéro de fax? On leur donne un numéro de fax et il nous envoie la liste de toutes les certifications de cache-route d'Europe en disant choisissez ce que vous voulez. Il m'a envoyé le truc, donc voilà, il y avait Strasbourg à côté, etc. J'ai choisi le truc, bon, et il m'envoie un billet d'avion. Déjà, ils viennent de me chercher en voiture, chauffeur, à Paris, et j'arrive en avion première classe. Je descends de l'avion, je sors même pas la douane, ils étaient en bas des émarches, il y avait une voiture qui m'attendait. J'avais 20 ans à l'époque, je peux imaginer le truc. J'étais complètement dans les nuages, et j'arrive, on m'amène dans une grande suite à Bruxelles et tout, voilà votre chambre, tout. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Vous êtes tout seul. Et on tape à la porte, monsieur, votre voiture est en bas, vous allez au dîner avec les ministres de l'industrie. Donc je fais vraiment les 12 ministres de l'industrie européenne. Je rentre dans une salle qui faisait 4-5 fois cette salle-là, 2 fois la hauteur, avec une immense table au milieu. Il y avait chaque ministre était à côté de son chef de cabinet, et tout autour, vous aviez des aquariums comme ça, avec des traducteurs. Parce qu'en fait, en Europe, les gens sont tellement prétentieux qu'ils ne veulent pas parler en anglais entre eux, donc chacun parle sa langue, ce qui est très, très pratique. Donc on a des petites oreillettes, etc. Et chacun parle sa langue, et il y a des traducteurs qui traduisent au fur et à mesure. C'est idéal en plus pour manger et tout, d'avoir une oreillette et tout ça. Et à ce moment-là, je vois les serveurs qui sont un peu comme ça, un peu embêtés, ils sont tous en train de me regarder, je dis, bon, ça y est, ils sont en train de parler de mon repas cachère. Et ils viennent me voir, ils me disent, monsieur, on a un repas pour vous, il est emballé, etc. Vous voulez qu'on vous l'ouvre, on vous met à chauffer? Je dis, non, amenez-le-moi comme ça, etc. Donc c'est comme des plateaux d'avion, plus beaux, etc. Et alors je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous prenez l'avion, ouvrir un plateau d'avion cachère fait beaucoup de bruit. C'est très très bruyant parce qu'en fait le plastique est très fort, il ne veut pas qu'il soit. Donc en fait, quand on regarde, tu prends un couteau comme ça, il faut essayer de le tirer comme ça. Et moi je suis devant tous les ministres, déjà ils me servent en premier. Dans l'avion ils font pareil, mais bon, dans l'avion c'est pas très grave. Mais elle ils me servent en premier. Et moi j'essaie d'ouvrir ce sac et tout ça. Et à un moment, il y avait une ministre en face de moi, une femme qui était finlandaise, suédoise, je ne sais plus, une blonde. Et elle parlait un langage que j'avais jamais entendu parler. Et elle me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Je mange cachère, c'est un repas cachère. Alors elle me dit, moi aussi je devrais. Et donc voilà, et en fait je me suis retrouvé donc à manger un repas cachère. Bon, alors il y avait le ministre français qui était un peu embêté que voilà, le représentant entrepreneur français était un peu comme ça, mais au final ça s'est très 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 bien passé. Et en fait il y a eu plein d'histoires comme ça dans ma vie qui ont fait que je n'ai jamais eu en fait le moins de problèmes. Pour moi il y a une manière technique d'expliquer ça, c'est quand on est déterminé à faire quelque chose, en fait les choses se passent bien. Et aussi, je pense que j'ai l'aide du ciel qui fait que, effectivement, ce qu'on appelle la siyata d'Ishmael, c'est que, voilà, il y a des règles dans la Torah, il y a des règles à respecter. Si je dois les respecter, en fait, on va m'aider à le faire. Ensuite, j'étais dans mon bureau, donc j'avais quitté l'école juive donc en terminale, et voilà, quand on quitte l'école, on perd un peu le lien avec l'étude. Même si en école juive l'étude du judaïsme, de la Torah, etc. est assez light, en tout cas on perd le lien.
Et donc j'ai commencé à organiser en fait dans mon bureau, notre salle de réunion, tous les mardis soirs, on organisait une réunion avec un cours de Torah avec une vingtaine, trentaine d'étudiants. Donc en fait au début c'était un étudiant qui donnait le cours, après c'était un rabbin qui donnait le cours, et en fait c'est ce cours-là qui avait que moi et beaucoup d'autres, nous nous sommes rendus compte en fait du lien le lien très très proche qu'il y avait en fait entre nous et un rabbin comme Rav Lemel. C'est-à-dire qu'en fait entre Rav Lemel et moi, et même il y a 15 ans, finalement il n'y a pas vraiment de grands sujets de controverse, etc. Alors après il y a la barre, il y a le monde, etc. Mais au final on fait partie du même monde. Alors qu'en fait, effectivement, moi, mon esprit, c'était, il y a les rabbins, d'un côté, qui sont eux qui doivent faire les religieux, qui doivent étudier, qui doivent faire plein de trucs, etc. Quand on a une question, on doit leur poser. Et il y a le peuple, vous voyez. Et en fait, j'ai appris à ce moment-là, en fait la valeur de l'étude de la Torah, la valeur de l'étude pour l'étude, c'est-à-dire commencer à étudier des sujets pendant des mois et des mois et des mois et des mois, rentrer en profondeur des sujets et se rendre compte en fait de comment on appelle ça, de l'harmonie en fait du judaïsme, l'harmonie des différents points. Ce sont des choses qu'on ne nous apprend pas à l'école, qu'on ne nous apprend pas à la télévision. Si on lit des livres, on peut y arriver assez difficilement, je pense qu'il faut avoir des maîtres. Et en fait, je me suis rendu compte en organisant des cours dans mon entreprise, où j'avais des amis qui étaient patrons d'autres entreprises, on était rue du Sentier, comme je disais. Donc il y avait même les start-upers, étaient aussi, il y avait quelques juifs autour, etc., qui venaient étudier la Torah et qui venaient faire ça. Donc moi, en fait, le limoud, aujourd'hui, en fait, l'étude, représente 2 à 4 heures par jour, tout mon temps. Donc en fait, ça représente, c'est un peu le pilier, en fait, de ma journée. C'est là, en fait, que je me plonge dans des textes qui datent de 2000 ans, 2500 ans, ou de 1000 ans, pour la fin, etc. Et tout en ensuite basculant dans le monde des startups et le monde de à quoi va ressembler la technologie dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et en fait, ce mix-là est super intéressant, et en fait, les deux ne sont pas du tout incompatibles. Ensuite, quand je me suis marié, alors bon, déjà il y a eu un truc, c'est que j'ai commencé à travailler très jeune, et ma relation à l'argent était un peu folle, c'est-à-dire qu'en fait je ne savais pas à quoi ça servait avant de me marier. Bon, ma femme ne dépense rien. Mais en tout cas je ne savais pas à quoi ça servait. Je vivais chez mes parents, donc j'avais 60 salariés, je vivais encore chez mes parents. Ce qui est quand même sympa. Alors où tu vas, tu veux que je te raccompagne? Oui, je vais chez papa et maman, et tout, on mange chez toi et tout ça. Et par contre, voilà, l'argent, en fait, je ne savais pas à quoi ça servait, parce que effectivement, je rentrais chez moi, j'avais à manger, je voulais m'acheter un ordinateur, c'était la société qui payait, et au final, quand on bosse à plein temps et on dirige autant de monde, on n'a pas énormément de temps pour les loisirs, on n'a pas de temps pour quoi que ce soit d'autre, pour dépenser autre chose. Et en fait, donc, en me mariant, donc effectivement, j'ai dit, il faut que j'achète un appartement, j'achète, je loue, commence à avoir des dépenses, etc. Et en fait, je me suis rendu compte immédiatement qu'il y avait en fait un grand piège dans ça. C'est-à-dire qu'il y avait un piège qui était de dire, maintenant j'ai une raison de travailler, j'ai une raison de gagner ma vie, de gagner bien ma vie, etc. Et en fait, je peux parfaitement basculer dans un monde où je fais que ça. Je fais que gagner ma vie pour ma famille, alors qu'en fait, je suis censé gagner ma vie pour ma famille. Donc je ne dois pas oublier ma famille. Et quand j'avais du monde à gérer, etc., il m'arrivait de rentrer à 11h le soir. J'avais pas vu ma femme le matin, à peine bonjour. Le soir, je rentrais à 11h, tout le monde dormait à la maison, mes petits enfants, etc. Je ne les voyais pas. Et à un moment, très très vite, je me suis dit, en fait, on a un défi, c'est un défi, en fait, la vie est faite de défis de ce genre-là, c'est comment faire pour avoir une harmonie pareille entre son boulot et sa famille. Et là, j'ai eu beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Parce qu'en fait, pour moi, j'avais dans mon état d'esprit de l'époque, qui était une grosse erreur, c'était plus on travaille, plus on réussit. Plus on passe de temps à travailler, plus on réussit.
Et en fait, clairement, c'est pas du tout le cas. Donc, bien que je dise que je fais beaucoup de choses aujourd'hui, je travaille en heures moins que beaucoup d'orthos. Le sujet, en fait, c'est de travailler sur les choses importantes, les choses qui vont vous changer et améliorer votre vie. Donc, soit vous avez une entreprise, c'est effectivement de trouver le client ou les clients qui vont vous permettre de payer les salaires du mois prochain ou de faire évoluer votre entreprise dans le bon sens. Si vous avez besoin d'argent pour votre maison, votre truc, etc., c'est vous avez besoin de l'argent pour payer votre loyer, vous allez gagner donc ce qu'il faut pour payer votre loyer. Et en fait, ne pas rentrer dans l'engrenage de toujours essayer d'en avoir plus, en avoir plus et en avoir plus, ça c'est un énorme défi. Et au final, quand on y arrive, c'est pour moi c'est la plus grande des satisfactions, c'est ma plus grande fierté de justement pouvoir jongler entre mon étude où je suis 100% dans mon étude, ma famille où je suis 100% dans ma famille. Chez nous à la maison, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'iPhone, il n'y a pas d'iPad, il n'y a rien, d'accord. Il y a des livres, il y a plein de livres, et il y a mes enfants avec qui je déjeune tous les midis, qui sont tous autour d'une table, et on se regarde chacun en face de l'autre. Alors que moi, mon enfant, c'est comme ça dans beaucoup de familles, c'est en fait on a la télé là, et donc on se met tous pour pouvoir voir la télévision. Et maintenant, en fait, je suis dans un monde où en fait, on est là, on se regarde tous, et on se raconte des trucs. On se raconte des trucs, etc. Et ça, en fait, au final, on dit est-ce que tu es devenu orthodoxe parce que le monde orthodoxe t'a plu? C'est en fait, pour moi, je suis devenu orthodoxe parce que ça répondait à mes problèmes. Ça répondait à l'ensemble de mes préoccupations que j'avais justement dans mon monde du travail, qui était comment faire pour pouvoir avoir une harmonie entre les différentes choses. Il y a quelque chose aussi qu'on a en fait quand on devient patron, c'est la soif du pouvoir, d'accord. On se sent bossé, on décide pour eux, etc. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance. C'est que donc à 21 ans, je dirigeais beaucoup de monde et j'étais le plus jeune de la société. Je me suis fait massacrer. J'ai eu les grèves, j'ai eu les manifs dans mon bureau. Tu nous avais promis d'aller à Disneyland, etc. Je l'ai eu celui-là, ça je me rappelle toute ma vie, promesse de Disneyland. On a été à Disneyland après, on a été obligés. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que bien que je sois quelqu'un de très très ambitieux, il y a certaines ambitions qui ne font pas spécialement du bien. C'est-à-dire qu'effectivement, vouloir être patron de plein de monde et de vouloir diriger plein de monde, ça a un avantage, effectivement, ça permet de réaliser ses rêves, ça permet de faire plein de choses. Mais à un certain moment, on se retrouve en fait à gérer un grand nombre de problèmes. Donc moi en fait, ma société c'était 40 personnes, 60 personnes, et après je suis passé à 10 personnes. D'accord ? Avant de la vendre un an plus tard. Et en fait, cette soif de vouloir contrôler les choses, cette soif de pouvoir, moi je suis entouré de gens extrêmement riches, de gens extrêmement avec un pouvoir dans tous les sens du terme extrêmement fort, et en fait au final je me rends compte que ça leur pose beaucoup plus de problèmes que d'avantages. Donc en fait le pouvoir ils en profitent 10 minutes dans la journée, voire 10 minutes dans la semaine, mais tout le reste du temps ça leur amène beaucoup plus de problèmes. Donc moi au final en arrivant en Israël, j'ai vendu ma société et mon entreprise, ma société et mon appartement le même jour. Donc je m'étais marié 2 ans avant. Dans la série des trucs un peu dingues, j'ai demandé la main de ma femme le jour où je l'ai connue. Donc c'était un peu. Bon, série, il faut décider, prendre des décisions rapides. Après ma mère m'a dit non, tu peux pas te marier si vite, etc. Bon, on s'est marié très vite quand même. Mais en tout cas, voilà, c'était le genre de choses qu'elle avait fait. Dans la série, parce qu'en fait, quand on est patron, justement, quand on gère, on a des responsabilités, on doit prendre des décisions en permanence. C'est ça la différence. C'est qu'en fait, on doit trancher. On vient nous soumettre un problème, il faut trancher. Et en fait, je me suis amusé à trancher, et je me suis rendu compte que de toute façon, je pouvais réfléchir 20 ans sur un sujet, je me trompais une fois sur 2. Donc au final, même pour ma femme, j'ai dit, allez. Ça a bien marché. Oh, très cher. Trop réfléchir, ça n'a aucun intérêt. Là, je vous dis, je travaille avec quelqu'un comme Xavier Niel, je peux vous dire la vitesse à laquelle il prend des décisions.
voilà, on est maintenant pareil tous les deux, quoi. C'est-à-dire qu'on reçoit par exemple un dossier d'une start-up dans lequel on doit investir, un quart d'heure après on a déjà pris nos décisions. Les autres fonds d'investissement vont passer 6 mois à aller trifouiller la tête pour savoir si ça va marcher, et au final il peut se passer un milliard de choses dans la vie de la société qui fait que ça ne va pas fonctionner. Donc voilà, trancher, on y va pas, etc. Il faut trancher. Donc en fait, donc moi j'avais commencé à étudier avant de partir de France. Donc j'étais quelqu'un qui lui commençait à mettre ma casquette à partir de 2001. Casquette tout le temps. Je trouvais qu'il fallait que je me couvre la tête, sans le dire à personne. Les gens ne savaient pas pourquoi j'avais une casquette. Très très rare, c'est les gens qui comprenaient, je crois que c'est parce que t'es juif, etc. T'as une kippa en dessous, je fais non, il n'y a pas de kippa en dessous, mais ça change rien. Et je sentais, je sentais que c'était quelque chose que je voulais faire, et que ça faisait partie de, je vais pas dire de la panoplie, parce que ça justement, c'est pas le sujet. Je pensais que ça faisait partie de l'uniforme, on va dire. L'uniforme du juif, c'était d'avoir la tête couverte. J'arrive après je commençais à étudier tous les matins. J'étudie de 11h à 11h, de 8h à 11h, pardon, tous les matins. Et j'arrive en Israël où là j'ai une chance fabuleuse. Donc je vends mon appartement et ma société le même jour, et donc j'arrive avec pas mal d'argent en Israël, et je pouvais prendre 6 ans, 10 ans de vacances. Je rêve. Et c'est bien de vouloir prendre 6 ans de vacances, mais quand on est un surexcité comme moi, ça dure pas quelques semaines. Et en arrivant justement en Israël, c'est là où j'ai découvert une chose qui était super intéressante. C'est que quand j'ai voulu inscrire mes enfants à l'école, on m'a demandé de cocher une case. Je ne sais pas si vous avez des enfants ou si vous avez déjà vu cette expérience. C'est qu'en fait, en Israël, vous avez 3 types d'écoles, ce qu'on appelle les écoles chilonites, laïques, les écoles sionistes religieuses et les écoles orthodoxes. Et il faut cocher une case. On ne coche pas de case en France. En France, on est juif, point. En Israël, il faut choisir, parce que en fonction de la case que vous allez cocher là, vous allez changer toute votre vie et toute la vie de vos enfants. Vous allez faire partie d'une autre communauté. Et c'est là, effectivement, j'ai coché la case orthodoxe. Et bon, je vais arrêter de parler parce que j'ai dit beaucoup de choses déjà. Et voilà, donc je raconterai la suite. Alors, juste rapidement, je me permettrai à peine de vous présenter. En tout cas, juste un point, peut-être que je vous laisserai rebondir sur ce qu'a dit Jérémy Bérébi. On voit que la Torah a été quelque chose de pertinent dans votre vie, qui vous a permis de vous construire et d'être qui vous êtes aujourd'hui. La question que je voulais vous poser, c'est est-ce que la Torah peut vraiment être pertinente pour tout le monde? Il y a différentes approches, il y a différents types de personnes. C'est pas forcément le même cadre qui peut convenir à chacun. Alors, avant de répondre à ta question, j'ai le bonheur de se connaître depuis un certain nombre d'années. J'ai d'ailleurs, quand il a vendu sa société, il m'a appelé, il m'a dit « Bon, je vends la société, mais j'ai des bureaux, vous voulez pas les récupérer pour vos bureaux ?» Donc, j'ai toujours les bureaux de Jérémy, qui est mon bureau. Mais je vais te raconter quelque chose que tu ignores. Je crois que c'est 1990. Ma femme me dit oui. Donc, je me suis pas trompé pour une fois sur la date. Une ville à côté de Paris, pas très connue, Clamart. Un hôtel pourri, un petit 2 étoiles mais pourri, au bord d'une nationale, une salle de conférence en sous-sol, et quelqu'un qui est là-bas, un grand monsieur fin, amené par des copains d'une boîte qui s'appelait Cortex et qui s'appelle Jean Guetta. En effet, c'était les premiers séminaires qu'on ait le bonheur de faire en France, qui s'appelaient les séminaires à Achim. Et Jean, donc, est arrivé à ce séminaire tiré par des copains qui avaient fondé une boîte, Lambroso et Co, et qui a dit « faut que tu viennes, faut que tu viennes ». Moi, je ne savais pas du tout qui était ce monsieur. Je vois juste quelqu'un de très fin, qui écoute avec beaucoup d'intensité, et puis qu'à la fin de ce séminaire, donc dans lequel il y avait entre autres intervenants Zichrono Livracha Chaim Sigler, mon père et toute l'équipe de ce qu'on appelait à l'époque à Achim, le professeur Lambroso, le fameux Lambroso des SUPSP, eh bien à la fin vient me voir et nous dit au moment du symposium, il dit écoutez, je vais vous dire quelque chose, je suis venu ici, pour moi la Torah c'était quelque chose qui était à l'intérieur d'une pièce totalement sombre avec des rideaux. En venant à ce séminaire, j'ai eu une envie
c'est d'ouvrir les rideaux et de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et après, donc, j'ai été le voir au siège de sa société, qui était à l'époque la Sahari, n'est-ce pas, logiciel de gestion. Moi, je ne connaissais rien. Je suis juste, il m'a dit, venez me voir à mon bureau. Alors moi, je vais en bureau, et puis je vois qu'il y a tout un immeuble. Je me dis, c'est quoi cette histoire? Il a un grand bureau, le monsieur. Et donc, et il a exprimé, Jean a exprimé à ce moment-là son désir d'étudier. Et donc, on a commencé à étudier ensemble, et puis après, eh bien, je l'ai tourné vers d'autres rabbinim, parce que vous savez, dans la vie, il n'y a rien de pire que de s'approprier les gens. Et il a commencé donc son étude. Et c'est vrai que j'ai souvenir de ses cours chez lui à la maison et de toutes sortes de choses. Et c'est vrai que c'est un bonheur de voir qu'au fond, eh bien, par la suite, il y a eu cette rencontre. Et tu me parlais d'Éric Rebout. Alors, je vais te raconter une deuxième histoire. C'est 5 bis rue Saint-Paul. C'est plus ou moins dans les mêmes années. C'est le Rav Kaufman de Bnei Brak qui m'appelle, qui me dit, j'ai une cousine, j'aimerais bien que vous la rencontriez, mais je ne sais pas comment faire. Et là, avec toute sa casuistique, elle me dit, j'ai une idée, je vais lui demander de vous amener un livre, elle va vous le déposer, et au moment où elle vous le dépose, soyez à la maison et essayez de créer le contact. Vous voyez le truc. Et donc ça sonne un soir à la maison, et je vois la porte s'ouvrir, je vois une femme qui est là, je dis, qu'est-ce qui se passe? On était au 6e étage. Elle dit, j'aime pas prendre l'ascenseur. Je dis, ça commence bien. Et donc elle me dit, voilà, j'ai un livre à vous remettre. Et là, l'enjeu, c'était, vous connaissez la minute du Rav Lemel. Ben là, c'était en 15 secondes, il fallait jouer le truc. Et à Kadosh Baruch Hu, dans ce genre de cas, vous savez, vous vous rendez compte que c'est pas vous. Hein. C'est en direct live, comme dirait l'autre. Vous savez pas ce que vous dites. Il y a des mots qui sortent, et puis il y a quelque chose qui se passe. Elle dit, j'aimerais bien que vous veniez donner un cours à la maison. Et donc j'arrive chez eux. Eric était là. Eric, à ce moment-là, était président de Cara. Et puis, c'est un univers, la Torah, il ne connaissait pas. Et il y avait là-bas, je ne citerai pas son nom, mais je citerai sa fonction, un monsieur qui était à l'époque le président Europe d'Euro Disney et de Walt Disney. Et donc, je donne un cours, je donne une conférence. Et puis après cette conférence, il vient chez moi, il me dit, oui, la Torah, très très puissant. C'est bien ce que je me disais. À mon avis, c'est quelque chose qui nous a été révélé par les extraterrestres. Authentique. Je ne cite pas son nom par des juifs. Extraordinaire. J'ai dit, vous avez le droit d'appeler Dieu par le nom que vous désirez. Il n'y a pas de problème. Et donc, et à ce moment-là, eh bien, Eric a rejoint d'ailleurs Jean à un moment dans les Shurim avec le Rav Eman, et puis voilà. Donc c'est intéressant de voir comment les histoires se recoupent, et c'est là on voit comment les choses s'organisent et que Akadosh Baruch Hu fait en telle sorte. Et pourquoi je le dis? Parce que je pense que on a tous à un moment dans la vie le bonheur de faire des rencontres, quelles qu'elles soient. Et il faut avoir le sens du timing, il faut savoir attraper le moment. Vous savez, dans l'histoire juive, il y a quelqu'un qui s'appelle le prophète Eliyahu Hanavi. Il va voir un élève qui s'appelle Elisha. En français, on traduit par Élisée. Elisha, nous dit le texte, il est dehors, il est avec ses bœufs, il est en train de labourer son champ, et Eliyahu Hanavi arrive, Vayasamadarto alav, il lui jette son manteau. Et Elisha comprend immédiatement le message, il l'a choisi pour disciple. Elisha se lève, donne les bœufs à celui qui est à ses côtés, part et suit immédiatement le prophète. Il a compris qu'il fallait avoir le sens du timing. Il y a des moments dans la vie dans lesquels il faut comprendre que l'occasion, elle est là. Tu nous en as parlé tout à l'heure, entre autres par le choix de ton conjoint, moi pour avoir le plaisir de parler un peu plus longtemps avec mon épouse, j'ai attendu quand même une semaine. Mais c'est vrai que il y a des moments où il faut savoir décider. Et ça, je crois que c'est très intéressant tout à l'heure, ce que tu évoquais avec cette notion de savoir trancher. Bien sûr, ça doit passer d'abord par une préparation. C'est-à-dire quelqu'un qui sait au fond, à ce moment-là, faire ce que la Torah attend de nous, c'est-à-dire, il sait avoir une gestion des priorités. Vous savez que la libération du peuple juif, elle s'est construite autour du Seder, le Seder de Pessah. Seder, c'est l'ordre. L'ordre, c'est savoir gérer les priorités. Et d'ailleurs, les lettres du mot Seder, si vous les organisez autrement, ça fait le mot Dorès. Dorès, c'est déchiqueté. C'est-à-dire quelque chose dont tous les aimants sont là, mais seulement comme vous l'avez complètement écrasé, ça ne peut plus remplir sa fonction. Tout est là, mais ça ne peut servir plus à rien. Et je crois que, en effet, c'est en tout cas cette leçon-là, entre autres, qui nous est commune, et je pense que c'est savoir en effet avoir le sens du timing.
Savoir que dans la vie, en effet, il y a des moments dans lesquels il ne faut pas avoir trop d'atermoiements. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu nous donne des rendez-vous et qu'à ce moment-là, on doit prendre des décisions et y aller et avancer. Alors, bien sûr, la question tout à l'heure, je t'entendais parler, je me disais, mais il y a peut-être des gens dans la salle qui disent, ouais, mais enfin, bon, Jérémy, Bérébi, Biraïnara, comme ça qu'on dit chez les Ashkénazes. Eh bien, alors, c'est vrai que chacun, à un moment dans la vie, a des occasions qui se présentent à lui. Et je crois que, au fond, ce qui est important, c'est de savoir à un moment ne pas gâcher son potentiel. Et à mon avis, quand tu me disais tout à l'heure, Ethan, et qu'il faut savoir en quoi la Torah, qu'est-ce qu'elle joue ici comme rôle, je crois que la Torah nous demande de ne pas gâcher notre potentiel, soit en décidant de l'ignorer, soit en l'utilisant dans des univers inappropriés. C'est la pire des choses. Ne pas vouloir voir son potentiel, ou alors quand on le connaît, ne pas l'utiliser dans des univers appropriés, le gâcher. Il va nous apporter un certain nombre de choses, mais quelque part, on ne pourra pas construire. Et je crois qu'au fond, ça, c'est valable pour tout à chacun. Après, chacun a son parcours, chacun a son histoire. Alors toi, tu étais chef d'entreprise, tu as dit Shabbat. Ben moi, je vais te raconter une histoire. Une histoire que j'ai vécue à la Yeshiva d'un monsieur qui était receveur à la poste. Il était, vous savez, derrière le guichet. Il était facteur. Et ce monsieur qui fleurait bon l'accent marseillais, il venait de Marseille, il avait un accent incroyable, qui avant de faire tchouva était un adepte du restaurant dans lequel on payait et puis après on pouvait manger tout ce qu'on voulait autant qu'on voulait, un jour décide lui aussi de faire tchouva, de changer. Et puis il décide de faire Shabbat. Mais là, il est dans l'administration. Eh bien, il leur expliquait qu'il devait faire Shabbat. Et là, on lui expliquait, si vous faites Shabbat, c'est la porte. Il a dit, oui, mais je ne peux pas faire autrement. Je suis prêt à travailler au Louvre, la nuit, ce que vous voulez. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le vendredi en été, à 17h47, c'est-à-dire au moment du coucher du soleil, c'est-à-dire l'entrée du Shabbat plus 18 minutes, il posait son stylo, il était derrière, et il ne travaillait plus. Bien sûr, convocation et tout. Résultat, il était muté dans des bureaux. Et je me rappelle encore comment il arrivait, après il travaillait sur les Champs-Élysées, il arrivait à pied de là-bas, et à ce moment-là j'étudiais dans le 4e arrondissement, donc il y avait quand même une sacrée trotte, et il arrivait avec le sourire. Et c'était quelqu'un qui en effet, n'aurait peut-être pas été courtisé, c'est-à-dire qu'au fond, ne vous dites pas, ah oui mais lui, c'est pas vrai. Je crois que chacun d'entre nous, c'est un problème de ratson, c'est un problème de volonté. Plus que cela, dans un monde dans lequel se démarquer à un moment peut être vécu comme étant quelque chose qui nous met à l'extérieur d'un système, quel que soit l'univers dans lequel vous êtes, il y a un principe. C'est la notion du positionnement. Où je me positionne. Et c'est là où je vais essayer de répondre à ta question. Vous savez qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est de plus en plus bouleversante parce que la société organise la loi autour de ses désirs. C'est ce que nous voyons, en France on l'a vu de manière incroyable à travers le mariage pour tous, c'est-à-dire que la loi est là pour valider le désir d'un système ou d'une société, ou alors de ceux qui parlent le plus fort, ou qui ont les zones d'influence les plus pertinentes à cet instant-là. Et donc comme après c'est la loi, donc la loi me rassure, je suis dans la loi. C'est pas pour rien, vous savez que les nazis ont créé des lois raciales. Il y avait un code de loi, parce que c'est la loi, au nom de la loi. La Torah nous dit que c'est exactement le contraire. L'homme organise sa vie autour d'une référence. Il ne construit pas la référence pour justifier ce qu'il a envie d'être. Parce que si c'est cela, nous sommes dans des systèmes à géométrie variable. Et on le voit, et on en voit la dimension perverse dans sa dimension ultime dans le nazisme, mais aussi dans tout ce que l'on voit aujourd'hui. Au fond, vous savez, c'est un petit peu le problème de celui qui a toujours 100 aux fléchettes, parce qu'il a pris une habitude. Il tire la flèche, et après il fait la cible. Il sera toujours au centre de la cible qu'il aura mise autour de sa flèche. Et je crois qu'à un moment, en tout cas moi ce que j'entends, c'est pas juste la Torah, c'est le problème du positionnement. Comment je me positionne? Et à partir du moment où je suis positionné, eh bien on n'est pas dans un système dans lequel on va devenir ce qu'on appellerait des caméléons sociaux. C'est-à-dire chercher sans arrêt à s'adapter à la réalité du monde qui est là, par peur de ne plus être aimé, par peur de déplaire. J'ai entendu un jour d'un thérapeute extraordinaire, Segi Hirsch, un monsieur qui a encore les numéros d'Auschwitz gravés sur son bras, qui est le maître de tous les grands thérapeutes en thérapie systémique aujourd'hui au monde, c'est un monsieur qui a 84 ou 86 ans.
et qui m'a dit cette phrase, et à mon avis, elle devait être présente dans ta tête, elle doit être présente dans notre tête, dans ce genre de situation. La phrase, elle est très simple. Pas tout le monde dans la vie n'aura le mérite de vous aimer. Si l'amour et l'acceptation que les autres auront de nous est conditionné par le fait que nous soyons à l'image de ce qu'ils attendent que nous soyons, alors je n'ai pas besoin d'être aimé. C'est un amour conditionnel. Si l'autre n'est prêt à m'accepter que dans la mesure où je suis à un moment ses règles, et si je ne les suis pas, il ne m'aime pas, eh bien au fond, pourquoi vais-je faire des contorsions pour être accepté de lui? Et ça, c'est au fond une règle que l'on doit être capable de mettre en place. La Torah nous parlait à tous. Jérémie tout à l'heure parlait de Jean Guettard, qui est un ami proche, vraiment proche, et Eric aussi, qui aujourd'hui est à Londres d'ailleurs, à mon avis, étape avant Israël, on s'est parlé récemment. Jean, ça y est, déjà en Israël, après une petite étape par Londres. Et j'ai eu aussi le bonheur de rencontrer beaucoup d'autres personnes de plein d'univers. Je veux dire, quand on s'est revu tout à l'heure, j'ai revu ce que j'avais vu il y a quelques années. Une chose. Alors la barbe, c'est vrai, un peu, quand même, plus long, tu verras quand elle va commencer à blanchir, peut-être que tu vas la faire un peu plus court. Tu verras. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est une chose, le regard. Eina Shunra de Liba. Le regard est révélateur de ce qui se passe dans le cœur. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on se parle via des choses. Et on va parler tout à l'heure, parce qu'on a quand même parlé de nouvelles technologies, si ça ne te dérange pas. Parce que tout à l'heure, j'ai fait un deal. Je lui ai dit, écoute, peut-être qu'on échange. Toi, tu parles de Torah, moi, je parle de nouvelles technologies. Alors, ce que je suis sûr, c'est que ce que tu vas dire, à mon avis, ça sera bien. Parce qu'en Torah, il connaît. Mais en nouvelles technologies, ce que je vais dire, à mon avis, ils vont se lever en 15 secondes, ils vont partir en courant. Donc, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, je crois qu'aujourd'hui, notre problème à nous, c'est d'arriver un petit peu à dépasser un petit peu nos a priori, nos peurs, nos angoisses, de se faire nous-mêmes notre propre idée. C'est-à-dire de prendre le risque. Prenons le risque. On avait créé il y a quelques bonnes années de cela un site internet. Alors je te raconte, quand on a créé le site internet lamed.fr, c'était épique. C'était les cours du Hammam Café à l'époque. Je donnais des cours au Hammam Café. Il y a un garçon qui s'appelait Alexandre Lebar. Je le cite parce qu'il a été incroyable. Il a eu une place énorme dans cette aventure. Et Alexandre vient chez moi. Un soir, après un cours, il me dit, il n'était pas encore marié. Il était à ce moment fiancé. Il me dit, Rav Lemel. Je dis oui. Ah non, on se tutoyait. Il me dit, Élie. Il dit ouais. Il dit, tu sais, à mon avis, il faut faire un site internet. Je le regarde. J'ai fait comme toi. La différence, c'est que moi, je ne sais pas du tout de quoi il s'agissait. Je lui dis, ah oui, je suis totalement d'accord. Et à ce moment-là, je raconte l'histoire. Il y avait quelqu'un, c'était la bulle Internet. Tu l'as connu peut-être, il existe toujours, Michael Schwartz, qui avait créé une boîte. Ils avaient un immeuble particulier dans le 17e et tout. Il vient me voir, il me dit, c'est bon, je m'occupe de tout. Et je vais voir quelqu'un d'autre. Je pense qu'il n'aurait pas envie que je le cite, parce qu'il a mis une somme d'argent importante à ce moment-là. Et c'est quelqu'un d'extrêmement discret. Le site est fait Louis Nishmal d'ailleurs, de son papa. Et il m'a dit, écoute, voilà... je vous donne. Et moi, je ne savais pas ce que c'était. La bulle Internet a explosé un mois après. Mon ami m'a dit, je voudrais bien, mais voilà, il n'y avait plus rien. Et donc, on s'est retrouvés comme ça, et c'est là où on se rend compte qu'Akadosh Baruch Hu, il nous amène là où on doit aller. À ce moment-là, il y a une personne qui avait une SS2I qui m'a dit, j'ai des intercontrats, je voulais ma disposition. Et on a été une start-up pendant 6 mois incroyable, avec, je me rappelle entre autres, il y avait une graphiste incroyable, russe, qui arrivait, elle devait avoir chaque fois 2 grammes d'alcool dans le sang. On l'a retrouvée une fois un matin, elle dormait par terre, à l'intérieur, elle s'était écroulée, elle nous a fait un travail de fou, c'était celle qui s'occupait là. Il y a ce qu'on appelle une notion de siyata d'Ishmaïa, on pourrait rester toute la nuit à raconter des histoires, je pense qu'il y a tellement de choses. C'est-à-dire qu'au moment où on le fait, on se dit, mais il faut le faire. Et c'est ce que la Torah nous demande. Kol ma shabiatra lasot b'chochacha, c'est tout ce que tu dois faire, fais-le avec toutes tes énergies. Arrêtons d'être celui qui va dans le métro avec tout le monde. N'ayons pas peur de descendre du métro. N'ayons pas peur à un moment de nous donner aussi cette possibilité de nous confronter nous-mêmes aux choses. Et je vais conclure là-dessus, et on va recommencer. Vous savez qu'en hébreu, il y a un mot qui définit l'essence même de ce que l'on doit être, devenir chacham, quelqu'un de sage. Chacham, chochma. Chochma, c'est la sagesse. Et le mot chochma est composé de 4 lettres avec lesquelles vous faites 2 autres mots, qui est koachma, la force du pourquoi. Curieux. Pourquoi est-ce qu'on définit le sage comme étant celui qui a la force du pourquoi, la force du questionnement ? Eh bien pour une raison très simple. C'est que pour la tradition juive,
Être capable de poser une question, c'est l'expression de la véritable sagesse, parce que poser une question, c'est s'exposer à une réponse. Aujourd'hui, vous avez bon nombre de personnes qui ont des questions, mais qui ne les poseront jamais, qui utiliseront leurs questions comme étant des prétextes pour justifier le fait qu'ils ont envie de rester coincés dans leur confort, des hypochondriaques du confort psychique. Je préfère rester dans mon système, dans mes zones de confort, alors qu'au fond, oui, il y a plein de questions, il y en a plein. Mais aie le courage de les poser, expose-toi une réponse, et attention, c'est comme tout. Pose-les à celui qui a la réponse, et non pas à celui qui ne te donnera pas la réponse, et donc qui te permettra de rester dans ton système. Vous savez, ça je l'ai vu dans la Torah, les gens disent « Ah ouais, moi j'ai demandé à un religieux, il n'a pas su. » Attendez, religieux, c'est une affaire... combien de temps il t'a fallu pour laisser pousser la barbe? 1 mois et demi. En 1 mois et demi, après vous achetez un chapeau, vous mettez un truc, vous allez à la Cine, vous faites de la gymnastique, vous prenez un air inspiré, vous dites c'est très grave, c'est assourd, ras shalom, vous avez une panoplie, là je vous fais le truc, et c'est bon. Et après le gars vous dit non, je vais t'expliquer. Vous lui demandez d'ouvrir un livre de Talmud. Vous savez, c'est très intéressant d'ailleurs parce qu'aujourd'hui il y a des religieux en France et dans le monde qui sont des gens très bien, mais qui sont exactement comme les grands intellectuels juifs. Ils parlent de judaïsme, vous leur demandez d'ouvrir une page de Talmud, ils sont incapables de la lire. C'est le propre, c'est génial. Le gars, alors, la différence, c'est qu'il y en a un qui pense qu'il a des choses à dire, l'autre, si on lui demande, éventuellement, il répond. Voilà, c'est se confronter à l'étude, poser des questions, ouvrir les livres, devenir indépendant dans son étude, faire en telle sorte de saisir les occasions et surtout se positionner. Voilà, je pense en effet quelques points qui, à mon avis, peuvent être des axes que l'on peut choisir. Alors, on ne peut pas ne pas parler de nouvelles technologies. Alors, aujourd'hui, dans un monde qui est ultra connecté, on parle bientôt de pouvoir mettre des transplants, je ne sais pas comment on pouvoir être partout, c'est d'avoir un Facebook dans la tête. Alors, j'ai lu une fois un article vraiment extraordinaire, je crois, dans le Figaro. Vous disiez cette chose assez incroyable, comme vous l'avez dit ce soir, que vous n'avez pas Internet à la maison. Alors, déjà de ne pas avoir Facebook allumé 24 heures sur 24, c'est déjà assez extraordinaire. Vous pouvez aimer sur votre Nefesh. Alors, de ne pas avoir Internet du tout à la maison, pour quelqu'un qui est peut-être une pompe de la high-tech, pourquoi vous avez fait cette décision? Je sais que vous avez pris, on peut peut-être en reparler, vous avez décidé d'arrêter votre compte Facebook, ce qui est aussi assez incroyable. Pourquoi? En fait, à un moment de ma vie, je suis rentré dans un système où je me suis toujours posé une question très rapide, qui était, à chaque fois que je devais faire quelque chose, c'est est-ce que la chose que je vais faire va améliorer ma vie ou pas? D'accord? Ça a l'air tout bête comme question. D'accord? Bon, on ne se la pose pas. Un jour,